Hello, hello. Donc, normalement, si tu vis pas dans une grotte, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est que tu es au courant que depuis à peu près une année, on parle beaucoup de coronavirus. Donc, cette maladie qui a atteint un niveau de pandémie, touche tout le monde, donc toi y compris. Donc, comme tu as pu le constater, il y a beaucoup d'informations et de désinformations en raison des réseaux sociaux et puis des journaux en fait en direct. Donc finalement on finit par tout mélanger et ne plus savoir quoi faire exactement. Donc le but de cette vidéo là, c'est justement filtrer entre ce qui est bon à retenir et ce qui est pas à retenir, parce qu'entre temps les choses ont évolué et ce qui était vrai avant ne l'est pas forcément aujourd'hui. Donc tu penses forcément, t'as une idée sur ce que c'est, mais par contre, en fait, nous sommes des êtres humains. C'est pas impossible que tu aies oublié certaines choses, ou bien que tu aies mal compris quelque chose, ce qui était mon cas. Donc moi, durant mes recherches, j'ai remarqué qu'il y avait des choses que je pensais connaître à tort. Donc c'est forcément ton cas. Donc même si tu penses avoir un rayon là-dessus, réécoute quand même ce que j'ai à dire, partage la vidéo, si tu penses que c'est utile, mais surtout, parle-en autour de toi, parce que en partant la vidéo, tu ne sais pas qui a regardé exactement. Par contre, en discutant avec une personne, tu t'assures que la personne a bien compris. Et c'est par la prévention qu'on peut éviter de toucher, d'être en contact avec cette maladie grave. Donc, passons au vif du sujet. Donc, on va parler de coronavirus, et puis ça tombe bien, moi aussi j'ai un coronavirus. On va voir ça plus tard. Donc, est-ce que tu peux bien faire la différence entre un coronavirus, Covid, et le reste? En fait, c'est tout simple. Le coronavirus, en fait, c'est une famille de virus. Pourquoi on a donné ce nom-là à ce virus-là, à ces virus, il n'y en a pas qu'un seul. En fait, quand on observe au niveau du microscope, on remarque que le virus, en fait, il a des petits pics qui ressemblent à une couronne. Donc, c'est la raison pour laquelle on les appelle les coronavirus. Donc, coronavirus pour dire virus à couronne. Ces virus-là, quand ils vont entrer dans ton corps, forcément, ça va générer des dégâts. Ils vont entrer, ils vont se multiplier un peu partout dans ton corps. Tu vas commencer à développer des symptômes, à être malade, d'où la raison pour laquelle ça devient une maladie. Donc, cette maladie-là va s'appeler Covid. Covid, en fait, c'est un terme anglais qui signifie Coronavirus Disease. En gros, maladie causée par le coronavirus. Donc, je t'ai dit qu'on a plusieurs des coronavirus. Et du coup, forcément, plusieurs maladies liées au coronavirus. Donc, quand on te dit Covid-19, qu'est-ce que c'est? En fait, ça veut dire, en fait, c'est la Covid, en fait, ce que l'on appelle le Coronavirus Disease 19, Covid-19. Donc, en gros, une maladie infectieuse liée, en fait, à le coronavirus qui a été découvert en décembre 2019. C'est pour ça qu'il y a un 19 au bout de Covid. Donc, il y a eu d'autres Covid qui ne portent pas le chiffre 19, mais qui ont été découverts auparavant. Donc, le nom scientifique du coronavirus, en fait, c'est SARS-CoV-2. SARS-CoV pour syndrome aigu respiratoire sévère à coronavirus 2. Donc, qui dit 2, c'est qu'il a un prédécesseur. Il y a forcément, en fait, un virus qui était découvert auparavant. En tout cas, c'est le nom du virus responsable de la Covid-19. Donc, SARS-CoV-2, c'est le virus qui est responsable de la maladie qui est Covid-19. Et SARS-CoV-2, c'est un coronavirus. Est-ce que tu vas faire la nuance? Donc, ce virus-là, qui est le SARS-CoV-2, en fait, il est connu. C'est pas un virus qui a été inventé comme tu peux l'entendre sur les réseaux sociaux, car apparemment c'était inventé par l'Institut Pasteur et pour, je sais pas, des histoires de complotistes. C'est pas vraiment le cas. Et puis de toute façon, que faire cette information-là? Même si le virus a été inventé, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte? T'es malade ou pas? Ça va peut-être t'arriver. Le fait de savoir que ça t'est inventé ou pas, ça va pas résoudre ton problème. Donc ça sert à rien.
de s'affoler par rapport à ça, de se poser la tête, de se creuser la tête, à se mélanger les pinceaux, parce qu'au bout du compte, cette information-là n'a aucune valeur à ce stade-là, au stade où on en est avec la maladie. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, le SARS-CoV-2 est un virus qui est connu. Par contre, il était connu et présent chez la chauve-souris. Maintenant, comment il est parvenu à l'être humain? On doute que justement que c'est le pangolin qui est responsable en fait de cette transmission. Donc, comme je te dis tout à l'heure, il y a plusieurs coronavirus. Le SARS-CoV-2, en fait, c'est un parmi tant d'autres. Et la plupart d'entre eux ne causent pas des maladies très graves. C'est souvent des petites gènes, donc ça peut être du rhinite. En fait, c'est des muqueuses qui se développent au niveau de la cavité nasale. Tu as aussi la rhinopharyngite, ce qu'on appelle un rhume. Donc là, moi, je suis enrhumé, j'ai un coronavirus. C'est exemple, au début de la vidéo, j'ai dit j'ai un coronavirus. Mais non, tu as parfois d'autres coronavirus qui provoquent en fait des problèmes un peu plus graves. Mais pas autant que celui qu'on rencontre ces temps-ci. Il faut noter que la grippe tue aussi. Et aussi, comme pour la Covid-19, on fait des vaccins pour la grippe, surtout quand on commence à atteindre un certain âge. C'est très recommandé de faire ça régulièrement. Ce serait bête de mourir d'une maladie qui est aujourd'hui soignable, anodine. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on rentre en contact avec le virus? Les scientifiques vont observer en fait 3 grandes phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la période d'incubation. Alors, qu'est-ce que c'est la période d'incubation? En fait, c'est le nombre de jours qui vont se passer entre la première fois où le virus est rentré dans ton corps et le moment où tu vas voir apparaître les premiers symptômes. Donc, déduction, quand le virus rentre dans ton corps, tu ne développes pas forcément tout de suite des symptômes. Cette période-là d'incubation, elle est d'en moyenne 5 jours. Une moyenne. Par contre, d'autres scientifiques ont pu observer qu'il pouvait aller jusqu'à 14 jours. Donc, ça, c'est la période où le virus il est chez toi, tu n'en es même pas conscient. C'est un exemple laquelle il faut vraiment faire attention parce que c'est pas parce que tu as des symptômes c'est pas parce que tu n'as pas de symptômes que tu n'as pas un virus en toi. Donc forcément, la phase qui va venir ensuite, après les 14 jours ou les 5 jours, c'est la phase où on va voir apparaître les premiers symptômes. Et les premiers symptômes, en fait, sont des symptômes bénins. Maintenant, tu vas me demander à quel moment tu commences à être contagieux, à répandre le virus autour de toi. En fait, c'est finalement la période où tu commences à répandre le virus que tu as reçu, ce n'est ni durant l'apparition des symptômes, ni dans la phase d'incubation. C'est entre les deux. En fait, 1 jour ou 2 jours avant l'apparition des premiers symptômes, tu es déjà virulent. Tu es déjà en fait un cas à risque, un cas qui répand le virus. C'est la raison pour laquelle quand on a une personne qui fait un test et qu'on retrouve chez lui le SARS-CoV-2, on va chercher les cas contacts. Donc les cas contacts, c'est les personnes qu'on a croisées les jours précédents, pour leur dire attention, vous êtes en contact avec une personne qui a le coronavirus. Donc, si vous n'avez pas de symptômes, ce qu'on vous dit, on vous met, symptômes ou pas en tout cas, on vous isole. Si vous n'avez pas de symptômes, on vous isole sur un délai de 15 jours. Donc en fait, on te met en observation pour voir qu'est-ce qui va se passer passer les 14 jours en fait. Si les 14 jours sont passés, donc au 15e jour, une journée entière s'est passée, tu n'as rien du tout, donc normalement, tu es un cas sans risque, tu n'as pas le coronavirus. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est combien de temps va durer cette phase avec les symptômes bénins, la deuxième phase. En fait, on va observer que cette période-là dure à peu près 7 jours. Encore une fois, c'est une moyenne, ça ne veut pas dire forcément que chez toi, ça durait 7 jours, ça peut être plus ou moins. Mais durant cette période-là, tu vas avoir des symptômes qui ne sont pas très graves. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait s'il se passe 7 jours et que tu ne guéris pas? Souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à voir apparaître les symptômes les plus graves. Et dis-toi que
quand il y a l'apparition des symptômes graves et qu'ils ne sont pas réglés, soit un délai le plus proche, la suite qui reste, enfin, ce qui vient après la dernière phase, c'est tout simplement la mort. Donc, quels sont les symptômes? En fait, les plus fréquents, souvent, c'est une histoire de fièvre, toux sèche et de fatigue. On va dire qu'à peu près, c'est les symptômes bénins qui arrivent quand on contracte ce virus-là. Et comme tu vois très bien, ces symptômes-là sont un peu similaires un peu avec la grippe. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, par exemple, quand j'ai eu ce truc-là, je ne me suis pas amusé à sortir dehors. Il y a de base que je ne sors pas souvent chez moi. J'ai pris mes précautions parce que on ne sait pas si c'est la Covid-19 ou bien si c'est un autre, si c'est le SARS-CoV-2 ou bien un autre coronavirus. Donc, après, il y a les symptômes les moins fréquents, mais qui peuvent arriver aussi. Des fois, tu peux avoir des courbatures, des maux de gorge, de la diarrhée, de la conjonctivite, des maux de tête, perte d'odorat ou du goût, et aussi en fait des éruptions cutanées, ou bien ça peut même aller au niveau, dans un délire en fait de décoloration en fait de doigts, sur les doigts les ongles de la main ou bien de tes orteils. Donc ça c'est à peu près les symptômes où on peut dire ça va, tu peux t'en sortir normalement. Mais on a vu tout à l'heure que passé 7 jours, ça devient de plus en plus grave. Et les symptômes les plus graves sont, les plus retenus sont au nombre de 3. Donc tu as des difficultés à respirer, ou bien tu t'essouffles rapidement. Deuxième symptôme, la sensation d'oppression ou de douleur au niveau de la poitrine. Et le dernier, la perte d'élocution ou bien de motricité. Ce qu'on veut dire par perte de motricité, c'est que tu marches bizarrement un peu comme une personne qui apprend à marcher, et tu peux t'évanouir, tomber par terre et ne pas comprendre. Donc maintenant que nous avons sorti au niveau du vocabulaire et des termes scientifiques, en quoi celui-ci, le SARS-CoV-1, est plus dangereux que les autres coronavirus? Parce qu'on a vu qu'il y en a plusieurs. Il y en a 8 au total à peu près des coronavirus. Et certains parmi eux, vous n'en avez jamais entendu parler. Donc, pourquoi celui-ci on en parle autant? Mais déjà, il faut savoir qu'il y a déjà auparavant 2 coronavirus qui ont fait des dégâts. Plus de dégâts qu'un simple rhume. Donc, le premier coronavirus que j'ai pu retrouver remonte en fait à 2002, qui est apparu en Chine, c'était le SARS-CoV-1. J'en avais parlé tout à l'heure. Donc celui-ci a fait en Chine 800 morts. Ensuite, après, il y a eu le MERS-CoV, qui est un autre coronavirus qui est apparu cette fois-ci au Moyen-Orient. Celui-ci aussi, pareil, il a fait des dégâts. C'était en quelle année? C'était en 2012. Donc maintenant, encore ces deux-là sont différents de celui qu'on connaît là aujourd'hui. C'est que ces virus-là, ceux que je vais citer, ont fait des dégâts que de manière locale. C'est-à-dire que dans les 714 personnes qui en sont morts en Chine, c'était que des Chinois. Ou des gens en tout cas qui vivaient dans cette zone géographique. Pareil que pour le MERS-CoV, c'est que les Arabes qui en ont souffert. Sauf que aujourd'hui, la mondialisation est est vraiment atteint un niveau extrême en fait. Les gens bougent beaucoup. Il y a des gens, toute leur vie, ils passent dans les avions, ils font des va-et-vient. Même au sein d'un pays, par exemple la France, les gens bougent beaucoup. Je vais vous donner l'exemple, parce que peut-être mes compatriotes sur comment vont peut-être avoir du mal à réaliser. Au Comores, on bouge peu, voire même pas du tout, si on doit comparer par rapport aux autres continents ou aux autres pays. Par exemple, en France, c'est impossible d'honorer plus de 2 rendez-vous dans la journée. Tu ne veux pas dire que tu vas à la mairie et après tu vas voir ton copain à la maison et après tu fais autre chose. C'est impossible. Tout n'est pas à côté, tout est loin. C'est-à-dire que dans la journée, tu peux être amené à faire le trajet Moroni-Mitsamiholi 4 fois dans la journée. Et parfois même pour faire juste tes courses. C'est pas juste pour un besoin primordial, c'est pour un besoin basique dont tu as besoin quasiment tous les jours, ou bien aller au travail. Donc dans tout ce trajet-là, tout le monde fait ça. Donc tu vas croiser des gens dehors. Et le problème, c'est que ce virus-là se transmet par l'homme. Ce virus n'est pas présent dans les airs. C'est pas un truc qui est volatile. C'est l'homme qui le transmet. Et comme c'est l'homme qui se déplace, forcément, et que l'homme aussi
est contraint de se déplacer, parce que on se déplace pour vivre. Tu te déplaces pour aller acheter à manger, tu te déplaces pour travailler, pour avoir de l'argent, pour te prendre soin de toi. Donc te déplacer, c'est indispensable à ta vie. Or que, du fait que tu peux transporter le virus, ce déplacement qui va pour chercher la vie, et va à l'encontre de la vie. Tu vas tuer en transmettant un virus. Tu vois. Donc c'est un gros dilemme. Comment on fait pour préserver la vie sans pour autant l'empêcher? Et c'est une des raisons, mais l'autre raison, c'est que ce virus-là, il est encore plus contagieux qu'une simple grippe. Et il y a ce qu'on appelle le R0. Le R0, c'est l'indice de contagiosité, c'est-à-dire que si par exemple je contacte le virus, potentiellement combien de personnes je peux transmettre. Et le R0 est plus élevé au niveau du coronavirus. Je pense à peu près 2 à 3 personnes. Donc tu imagines, moi j'ai un coronavirus, c'est-à-dire que je vais sûrement transmettre ça à 3 personnes, qui eux vont transmettre à 3 personnes, à 3 personnes, à 3 personnes. Rapidement, tout le monde est contaminé. Donc, c'est la raison pour laquelle ce virus-là inquiète. Inquiète beaucoup, parce que réellement, il n'y a pas vraiment de solution. On ne peut pas dire aux gens confinez-vous. Et justement, au niveau de la Chine, quand il y a eu le SARS-CoV-1, tout comme au Moyen-Orient, le virus a pu être éradiqué par des mesures de confinement. On a empêché les gens de bouger. Sauf que ça a des conséquences. Et c'est encore plus de conséquences, plus de grandes conséquences quand le confinement est fait à un niveau international et sur une très longue durée. Donc voilà pourquoi ce coronavirus est encore plus dangereux que ses prédécesseurs. Maintenant, on est arrivé à un stade où on parle beaucoup de variants et de mutations. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'une mutation? C'est pas un coronavirus avec des cornes, parce qu'on pense à imaginer des monstres et tout ça, à cause des films. En fait, une mutation, il faut vous dire que c'est une mauvaise copie du virus. Le virus, quand il va rentrer dans ton corps, à travers tes voies respiratoires, donc ça peut être le nez, la bouche, il va rentrer dans tes poumons. Et une fois qu'il rentre dans ton corps, il va attaquer tes cellules, et il va commencer à se propager. Dis-toi, c'est comme... comment t'expliquer ça? C'est comme si tu mettais une goutte d'eau dans de l'huile. Ça te fait plein de petits... enfin, l'huile saute, je veux dire. Et ça saute de partout. Donc, ça fait la même chose dans ton corps. Sauf que, pendant que le Covid... la Covid... circule dans... Enfin, le SARS-CoV-1, pardon, circule dans ton corps, en faisant des copies, il va faire des erreurs. Enfin, des erreurs de copie. Tout comme toi, quand tu fais des photocopies à la maison, des fois tu te trompes. Ça imprime la moitié de la page que tu voulais photocopier. Sauf que quand tu vas faire la photocopie au niveau des virus, on va se demander. Le problème, c'est qu'avec la copie du virus, cette copie-là, cette erreur-là, peut être néfaste ou bien être anodin. Et c'est pour ça que dès le début, c'était même pas maintenant, dès le début quand il y avait le coronavirus, donc il y a une année, les gens déjà se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire quand il va y avoir le nouveau variant? Parce que justement, tous les virus se copient et font des erreurs. Maintenant, l'erreur peut être encore plus virulent, plus dangereux que l'original. Donc, dites-vous que un variant, c'est juste une mauvaise copie d'un virus, et c'est une mauvaise copie, elle va continuer elle-même à faire des copies, elle va faire des copies, et peut-être elle-même va faire une autre mauvaise copie, qui va peut-être être plus dangereuse que celle qui a précédé. Donc tout ça fait que on nage en plein brouillard, on ne sait pas ce qui nous attend. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les gens sont inquiets. Et si vous n'êtes pas inquiet, vous avez intérêt à être inquiet, parce que cette pandémie telle qu'elle est partie, on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Maintenant, les variants dont on parle, c'est les variants d'Afrique du Sud, et le variant qui se trouve en Angleterre, mais on ne sait pas s'il y en a d'autres ailleurs, hein. Ça on ne le sait pas. Je vous ai dit tout à l'heure en fait que le virus ne se propageait pas dans les airs. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est vrai, d'une part, c'est pas dans les airs, mais en fait, c'est l'être humain qui le propage, qui le transporte, et à travers des fines gouttelettes d'eau.
De l'eau, nous en sommes composés. On est composé de 80% d'eau. De l'eau, c'est pour ça on demande de boire régulièrement, parce que de l'eau, on en perd en permanence. Même là, je perds de l'eau. On en perd quand on va aux toilettes, on en perd en transpirant, et on en perd aussi en respirant. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de respirer de toute façon, donc on perd de l'eau en permanence, mais sous forme de fines particules d'eau. Ce virus-là va se transmettre à partir de ces particules d'eau, des petits gouttes d'eau, qui vont sortir pendant que je parle et pendant que je respire. Mais maintenant, le truc, c'est que, dites-vous qu'une personne qui atteint du coronavirus, qui a un coronavirus, c'est comme si c'était une voiture polluante et qui sort du gaz dans son échappement. C'est-à-dire que tu laisses la voiture dans une place, là, tu démarres, tout le monde est enrhumé sur le côté. Bah, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que là, j'ai un coronavirus, donc j'ai le coronavirus du rhume. Pendant que je parle, je fais des projections. Quand je fais quand je parle, j'articule et tout ça, il y a des petites projections qui vont sortir. Ces projections-là, elles sont pas assez lourdes. Donc, elles vont pas être en suspension dans l'air. Elles vont vite retomber par terre ou bien sur les surfaces à proximité. Sauf qu'en fait, le virus, il reste actif pendant un moment. Je ne me rappelle plus combien d'heures ou bien de jours, mais il reste actif. Et la durée d'activité dépend de la surface. C'est pas pareil sur des aliments que sur du métal ou bien du carton. D'après ce que j'ai bien saisi. Donc, ce qu'il va faire, c'est que pendant que je parle, si quelqu'un est en face de moi, c'est que lui respire le même air que moi. Donc, il y a des particules d'eau qui vont sortir, des gouttelettes d'eau qui vont sortir de ma bouche, ou bien de mon nez si j'internue, ou bien si je tousse, ou bien je fais quoi que ce soit. Donc, s'il est à côté de moi, à moins d'un mètre, ces particules-là vont venir se projeter sur son corps. Ça peut venir lui toucher ici, là, etc. Et plus tard, quand tu vas toucher, tu risques de te remettre le virus au niveau de ta zone respiratoire et que ça puisse les ingérer par la suite. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que dans les gestes barrières, il faut maintenir une distance de minimum 1 mètre. Minimum, ça veut dire que tu peux laisser plus. Mais 1 mètre, on estime que 1 mètre, tu vas pas avoir un postillon qui va faire plus d'1 mètre. Là, tu l'as vraiment voulu, on va dire. Donc, et en gardant cette distance-là, tu les élimines pas, tu réduis les chances que ces projections viennent à toi. Par contre, si je me lève, je vais dehors et que tu viens t'asseoir sur cette chaise-là, moi j'étais là. Donc, comme la voiture qui pollue, cette zone-là, elle a été polluée. Donc tu vas venir là, tu vas toucher, parce que le virus, on ne le voit pas. Toi, les virus sur tes mains, ou bien sur ton pantalon, ton t-shirt, si c'est l'endroit où je m'étais appuyé. Et après, tu vas rentrer chez toi, mais à un moment donné, sauf que le problème, c'est qu'un être humain se touche au moins 3000 fois le visage. On se touche le visage parfois pour se réconforter, parfois pour faire un geste, pour montrer quelque chose, ou bien faire quoi que ce soit. Et même quand on pense qu'on fait rien, on se touche le visage. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi c'est comme ça. Même quand tu dors, tu es inconscient, tu te touches le visage à un moment donné. Donc, d'ailleurs, les gens qui ont fait des études, sur des étudiants en médecine, ils ont remarqué que tous les heures, ils se touchent 23 fois le visage. Donc, tu ne veux pas faire sans. Et justement, vu que tu ne veux pas faire sans, tu vas toucher le visage et à un moment donné, tu vas toucher un endroit au niveau de ta bouche, au niveau de ton nez, tu vas fleurer quelque part ici, et c'est comme ça que le virus pénètre dans ton corps. Donc, c'est la raison pour laquelle que dans les gestes barrières, on demande de garder une distance de sécurité, de porter un masque, mais aussi en fait de laver régulièrement les mains. Parce que en lavant régulièrement les mains, tu réduis aussi la probabilité que tu aies du virus dans les mains. Et justement, quand tu vas tu vas te toucher à des endroits sains. On te dit aussi de te laver les mains, parce que là, on se place du point de vue de la personne qui est sain et qui aurait potentiellement une personne qui a le coronavirus en face de lui, mais toi aussi, tu peux l'avoir sans le savoir. On peut avoir le virus et être asymptomatique. J'ai oublié de le dire plus haut quand je parlais plus haut précédemment quand je parlais en fait des périodes de contamination.
On avait dit que il y avait 5 jours de période d'incubation, et après, on commence à être contagieux au 4e jour. Ça, c'est le schéma classique. On peut être contagieux au 4e jour et avoir des symptômes, mais tout le monde n'a pas forcément des symptômes. Moi, là, par exemple, je te dis que je suis enrhumé, et pourtant, je respecte les gestes barrières, je sors très très peu de chez moi. Donc, quand je sors de chez moi, c'est pour faire un truc que je reviens, et je prends mes précautions, je mets un masque. Mais par contre, comment j'ai eu ce virus? Il n'y a personne d'autre de la maison qui est parti dehors, qui a fait une activité, qui est rentré, qui nous a ramené à la maison. Entre-temps, il m'a contaminé, il a contaminé d'autres personnes. Moi, quand j'ai su que j'avais la bactérie, je me suis isolé dans ma chambre. Cela n'a pas empêché que d'autres personnes le contactent, justement. Donc, et figure-toi que le coronavirus se transmet encore plus vite que sa grippe. Donc, raison pour laquelle il faut être encore plus vigilant. Et c'est raison pour laquelle qu'on dit qu'une fois qu'une personne est affectée dans la maison, dites-vous que tout le monde va prendre. Parce que c'est très 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 difficile de le contenir. Le seul moyen de le contenir, c'est de dire aux gens de ne pas respirer. C'est impossible de dire aux gens de ne pas respirer. Donc, maintenant, je pense que après vous avez expliqué comment le virus se propage, je pense maintenant ça vous semble plus logique. Et l'ensemble de gestes barrières et de règles à appliquer pour éviter que le coronavirus en fait se répande. Donc s'il faut récapituler, il faut porter un masque. En portant un masque, ça t'évite justement de sortir des particules d'eau. C'est le premier but du masque. Et indirectement, ça te protège un peu de ce qui vient de l'extérieur. En portant un masque, quand tu vas te toucher le visage, tu vas pas toucher forcément tes zones respiratoires. C'est là où est l'intérêt du masque. Par contre, si tu portes un masque, tu le descends au niveau du nez, ça sert à rien. Parce que le but du masque, c'est de protéger ta zone respiratoire. Alors, j'ai entendu des gens dire, oui, je ne porte pas le masque parce que je respire pas très bien. Ok, tu respires très bien, tu peux bien respirer, mais par contre, tu vas contracter quelque chose. Et justement, le masque n'est pas là justement pour te permettre de mieux respirer, mais justement de moins respirer, mais respirer utile. Respirer un air qui est sain. Et en portant un masque, l'air que tu vas respirer va passer à travers le tissu ou bien passer sur les côtés du tissu, suivant la façon dont est constitué ton masque. Donc tu réduis les chances de contracter le coronavirus. Tu les réduis. C'est-à-dire que le masque à lui-même ne suffit pas pour te protéger du SARS-CoV-1. Pour qu'il soit efficace, ce masque, tu dois l'accompagner de comportements et de certaines précautions. Parmi ces comportements-là, tu vas garder une distance d'1 mètre. Comme je t'ai dit que quand tu vas échanger avec les gens, il va y avoir des projections de particules. En gardant ces distances-là, tu réduis les chances d'avoir sur toi des projections d'eau. D'autre part, il faut que tu te laves régulièrement les mains, justement, pour éviter que, par des moments où tu n'as pas fait attention, que tu touches le visage ou tu touches un endroit, parce que le but, justement, c'est de te protéger toi et protéger les autres. Parce que dis-toi, si tu protèges les autres aussi, quelque part tu te protèges. Parce que si toi aujourd'hui tu dis je m'en fous, je me protège moi, les autres je m'en fous, bah tu vas contracter le virus dans les mains. Disons que tu as porté un masque, c'est impossible que tu l'aies, soit que tu as contaminé une autre personne. Et tu l'as contaminé, un jour tu as enlevé par inadvertance ton masque. Cette personne que tu as contaminé va te renvoyer ce que tu lui as donné. Donc tu as un grand intérêt à te protéger toi et les autres. Quelque part tu le fais pour toi. Donc voilà à peu près les gestes barrières. 1 mètre de distance. Tu portes régulièrement le masque. Tu évites de toucher ce masque quand ce n'est pas nécessaire. Tu le gardes le plus longtemps possible et tu le sors une fois que tu sais quel endroit où tu es tranquille. Tu n'as pas besoin de le porter. Et en plus, il faut que tu te laves régulièrement les mains. À la maison, et du gel hydroalcoolique. Enfin, à la maison, et du savon. Tout le monde a un savon à la maison, pardon. Nettoie régulièrement les zones de contact. Ça peut être les poignets, les murs, les enjambes, les repose-mains au niveau des chaises et tout ça. Si vous travaillez dans un bureau ou si tu as une entreprise dans laquelle les gens circulent, observe partout où les mains passent. Il faut que tu nettoies régulièrement parce que tu ne sais pas et tu ne vois pas le virus. Il faut que tu aères ta chambre, tes pièces.
Ici, c'est la période des rhumes. Je l'ai attrapé parce qu'en hiver, on a tendance à fermer les fenêtres et puis l'air ne circule pas. Et éviter de vous déplacer à l'endroit où il y a des gens. Justement, plus il y a des gens, plus c'est difficile de contrôler. Mais non, il y a des endroits, et c'est valable que pour la France, tout comme pour les Comores ou bien d'autres pays, il y a des endroits où on ne peut pas s'empêcher d'être à proximité des gens. Par exemple, les marchés. Je vais au marché, c'est très difficile, là, tu peux pas. Et tu ne peux pas te balader avec un anneau comme ça autour de toi, dire bon, vous ne me touchez pas. Par contre, ces endroits-là, tu y vas, tu ne sais pas très longtemps, tu y vas pour ce qui t'est envoyé et tu rentres chez toi. Donc, je pense que tu as compris que, en fait, il faut que tout le monde applique ça. Il suffit qu'il y ait une seule personne qui ne l'applique pas, il devient dangereux pour tout le monde. Donc, je pense que maintenant, c'est assez clair par rapport aux gestes barrières. Maintenant que tu sais comment ça se transmet, normalement, tu peux y mettre de la logique et ce sera plus évident, en fait, de te protéger. Maintenant, allons voir, en fait, comment porter ce masque. Donc, comme vous l'avez vu, il y a les gestes barrières, il y a aussi le port du masque. Donc, on va voir maintenant tout ce qui concerne le masque. En fait, il y en a plusieurs masques. J'en ai ici 3 catégories. Là, vous avez un masque chirurgical et 2 masques en tissu. Et les masques en tissu, comme c'est fait par des gens, par des particuliers, c'est pas produit de façon industrielle, en tout cas moi je n'en connais pas. On en a de différentes formes. J'ai celui-ci qui est en fait à double épaisseur. Quand on fait ça, vous voyez très bien qu'en fait il y a 2 épaisseurs de tissu. Il y a celui-là, pareil, double épaisseur, mais c'est pas forcément la même matière. Là, on dirait de la matière un peu synthétique. Là, ça ressemble à du coton. Et là, en fait, le masque chirurgical qu'on peut acheter sur le marché, en fait. Donc, maintenant, que dit l'OMS? En fait, ce que dit l'OMS, qu'en fait, il faudra un masque, le masque qui protège le mieux est celui qui est composé de trois couches. Il faudrait en fait idéalement que la couche extérieure soit composée d'un tissu qui résiste à l'eau. La couche du milieu doit en fait permettre de filtrer l'air et la couche intérieure d'absorber l'eau. Ainsi, on s'assure que les bulles d'air qui sortent de notre bouche sont retenues par la couche intérieure, l'air qu'on va expirer va être filtré et toutes les projections qui viennent de l'extérieur vont être bloquées par le tissu extérieur. En gros, ça c'est la recommandation au niveau de l'OMS. Ce que je vous ai présenté là, c'est une recommandation. Ça ne veut pas dire forcément que tous les masques que vous voyez sur le marché, aussi bien ceux qui sont chirurgicaux, ne fonctionnent pas, ne filtrent pas en fait et ne protègent pas de la Covid. C'est juste une précaution. Maintenant, comment faire pour vérifier si le masque que vous avez à la maison, que vous utilisez régulièrement, permet de vous protéger un minimum? En fait, il y a un test, il suffit juste de le porter, poser une bougie à peu près à ces distances-là, en portant le masque, et essayer de souffler. Si vous soufflez et que vous voyez que la bougie ne s'éteint pas, c'est que le masque filtre un minimum tout ce qui sort de votre bouche. Là, on a vu quels sont les masques qu'on pouvait utiliser. Maintenant, on va voir comment les porter. Et justement, dites-vous que quand vous devez porter les masques, faites comme si vous partez à la prière. Quand vous allez à la prière, ce que vous faites des ablutions. En fait, c'est vous purifiez avant d'aller à la prière. Pour porter un masque, vu que c'est quelque chose qui doit être sain, vu que c'est une chose qui va être en contact avec votre corps, le mieux c'est qu'avant d'y toucher, avant d'ouvrir votre placard pour aller prendre votre masque et le poser pour sortir de la maison, il faudra vous laver les mains. On ne sait jamais. Gardez l'habitude parce que quand vous sortez de chez vous, vous êtes serein en vous disant que vous avez vos propres microbes, mais quand vous êtes dehors et que par hasard vous venez à changer de masque et vous ne gardez pas l'habitude de vous laver les mains régulièrement avant de toucher le masque, vous allez perdre l'habitude et il va se arriver un jour où vous allez toucher un endroit qui était contaminé, vous allez toucher le masque, vous le portez sur vous et en fait en le portant, vous infectez vous-même. Donc, quand vous êtes à la maison ou à un endroit où il y a du savon, le mieux c'est de recommander le savon. Utilisez le savon en priorité. C'est pas, le gel hydroalcoolique, c'est plutôt utile quand il y a en extérieur un endroit où tu n'as pas du savon. D'autant plus que le gel hydroalcoolique, utilisé à plusieurs reprises sur la peau peut être très néfaste parce que sur la peau on a des bactéries qui sont quand même utiles à notre peau en fait. Donc en mettant du gel hydroalcoolique régulièrement, on tue ces bactéries-là et on se fait du mal à notre peau. Donc, utilisez les gels hydroalcooliques, mais si nécessaire, purisez toujours les savons tout en se lavant régulièrement. Donc,
on va passer à la salle de bain. Je vais vous montrer comment se laver les mains et comment porter le masque. Donc, comment laver ses mains? Souvent, les gens vont vite, se frottent les mains et puis ils repartent. Mais en fait, pour savoir comment éliminer correctement les bactéries qui peuvent être potentiellement sur les mains, il faut savoir quelles sont les zones qui sont le plus en contact avec les matières. Nous, avec nos mains, forcément, la zone qui est plus à même de contenir des bactéries, c'est la zone au niveau des pommes. Ici, on utilise très peu ce côté-là de la main pour faire quelque chose. Souvent, c'est pour réparer quelque chose, autre chose. Mais nos mains, c'est souvent cette paume-là qu'on va utiliser pour attraper des choses, manipuler des choses, se maintenir, etc. Sur notre main, sous cette paume-là, la partie qui va être le plus susceptible, enfin le plus utilisée et le plus en contact avec les matières, c'est les bouts des doigts. Or que souvent, quand une personne va se laver les mains, souvent je vois ce qu'il fait, il ouvre le robinet, il fait ça, et ça y est, pour lui, il a lavé les mains. Or, il y a autre chose, enfin, c'est plus approfondi que ça. En fait, quand tu vas laver les mains, forcément, il faudra en prioriser le pouce, ensuite les doigts. Ensuite, tu vas frotter les mains, comme ceci. Frotter comme ceci, comme cela. Et ainsi, tu es sûr que là, maintenant, si tu fais ça, tu vas enlever presque toutes les bactéries. Maintenant, pour te laver les mains, c'est pas à l'eau claire, forcément, il va te falloir du savon. Donc, je pense que le savon, tout le monde en connaît. Il y a ceux qui sont comme moi, utilisent peut-être plus ce savon-là, en forme de pain. D'autres, on peut faire le savon en liquide. Peu importe, un savon, c'est du savon. Il suffit que ce soit un savon qui lave les mains. Et ça fait autant de travail qu'un jet d'eau alcoolique. Donc, je mouille un peu ma main, pour être sûr que j'ai aucune zone sèche. Je mets un peu de savon. Comme j'ai vu tout à l'heure, j'étale. Et ensuite, je frotte ce côté-ci. Je viens frotter ce côté-là. Ensuite, les doigts ici. Les doigts par là. Je m'assure qu'au niveau des doigts, tout est bon. Je frotte. Je viens frotter derrière, en dernier. C'est la partie la moins intéressante. Et pour moi, je répète ce geste-là pendant à peu près 30 secondes. Pas en dessous, sinon en dessous de 30 secondes, le savon n'a pas le temps de pénétrer et faire glisser les bactéries avec de l'eau. Donc 30 secondes, c'est suffisant. Au bout de 30 secondes, vous répétez à peu près les mêmes gestes en n'oubliant pas les bouts des doigts. C'est les endroits les plus à même d'être en contact avec des bactéries. Et après, vous lavez les mains. Et si vous avez la possibilité, fermez le robinet avec l'arrière de la main. Bon, qui dit se laver les mains, vous aurez toujours besoin d'un endroit pour vous essuyer. Donc, vous prenez un torchon, vous essuyez et l'affaire est bouclée. Et bien entendu, le torchon doit être propre et nettoyé régulièrement aussi bien que les masques. Donc normalement, maintenant on a les mains propres, on peut toucher sans souci un masque sain. Quand on dit sain, lavé, propre, on n'a aucun doute que ça a été utilisé. Par habitude, va avoir chacun son propre masque. Ça évite les problèmes. Chacun sait ce qu'il a utilisé et sait ce qu'il a à laver. Donc, comment porter ce masque? Enfin, celui-ci comme les autres. Première règle, évitez de toucher cette zone-là. C'est la zone qui va être en contact avec l'extérieur et c'est la zone-ci en contact avec votre bouche. Donc, c'est un nid à bactéries. Au mieux, touchez les bords, enfin, au mieux touchez les élastiques et si vous n'avez pas le choix, touchez les bords en fait du masque. Donc, on va le porter, c'est simple. Vous commencez d'abord par les tirer. Ensuite, vous tenez en fait les petits bandes en plastique. Vous posez au niveau de votre bouche et ainsi, vous pouvez maintenant ajuster en touchant les bords. Là, vous avez votre masque qui est bien positionné. À partir du moment où vous avez posé le masque, plus le droit de toucher. Touchez plus, parce que peut-être vous allez vous déplacer, quelqu'un juste à côté a positionné, et vous aurez avoir des projections là-dessus. Donc si vous touchez dessus et que vous touchez un autre endroit, vous allez propager la contamination là où vous aurez touché, et voire même au niveau de vos visages. Donc,
Donc, une fois que vous avez porté le masque, vous pouvez donc prendre la porte et aller là où vous allez aller faire vos activités, soit aller travailler ou faire autre chose. Et une fois que vous avez fini vos activités, vous pouvez rentrer à la maison. C'est recommandé d'avoir un masque à peu près 4 heures. Au-delà de 4 heures, souvent le masque s'humidifie et comme on a vu en fait les bactéries, que ce soit, enfin le virus en tout cas, circule à travers des particules d'eau. Donc potentiellement vous avez peut-être des virus au niveau du masque. Donc au-delà de 4 heures, retirez le masque et toujours une pochette en plastique avec vous dans lesquelles vous pouvez mettre les masques lavables que vous aurez avec vous. Et si c'est un masque jetable, jetez-le sur le bord, dans une poubelle. Quand vous rentrez de la maison, la chose à faire en priorité, avant de dire bonjour à tout le monde, c'est que vous rentrez, vous allez directement dans la salle de bain, vous retirez votre masque, vous le lavez s'il est lavable au niveau du lavabo, et ensuite à la fin vous vous lavez les mains. Si c'est un masque jetable, prenez-le et directement mettez-le dans la poubelle, une poubelle dédiée au masque jetable. Vous le laissez là pendant à peu près 24 heures parce qu'il y a un temps pour que le virus en fait soit plus actif. Donc laissez-le une journée entière dans la poubelle. Après, si vous devez le jeter, vous le jeterez plus tard. N'oubliez surtout pas, dès qu'on a retiré le masque, même si c'est une sorte de 5 secondes, lavez-le ou jetez-le. Ne pas réutiliser. Et au mieux que chacun ait son propre masque. Ça évite les problèmes. Donc maintenant qu'on a presque tout vu, que faire en cas de doute? Déjà, le plus important, essayez de mémoriser les symptômes, du moins grave au plus grave. Apprenez à les connaître, comme ça vous saurez que dès que vous avez ces symptômes-là, c'est potentiellement un coronavirus. Enfin c'est forcément un coronavirus, mais c'est potentiellement le SARS-CoV-2. C'est celui-là qui nous embête. Celui que je suppose avoir, je ne suis pas encore confirmé. Je pense qu'il va se guérir au bout d'un bon moment. Donc, mais par contre, comment on fait? Je prends mon exemple. Moi, j'étais chez moi, j'ai vu un membre de ma famille arriver qui commence à dire qu'il avait mal à la tête. Je dis, ah, ça, c'est potentiellement un coronavirus. Donc, la personne qui est venue avec tout à la maison, forcément, elle nous a informé que, attention, moi, je ne me sens pas très bien. Entre-temps, moi, je suis parti voir, par prévention, la pharmacie. J'ai pris des médicaments pour traiter un rhume, parce que potentiellement, c'était des symptômes de rhume. Par contre, à partir de ce moment-là, personne ne sort de la maison. La personne s'est isolée, elle a eu le traitement contre la rhume, et elle allait mieux, sauf qu'entre-temps, il nous a tous transmis ça. Donc, maintenant donc, faut retenir par là qu'une fois qu'on commence à avoir des symptômes, il faut éviter de bouger. Dans un premier temps, pour se protéger, parce que le virus touche le système immunitaire, enfin, use le système immunitaire. Donc, si tu te fatigues, si tu es dans des situations de stress, tes défenses immunitaires ne vont pas être très efficaces pour lutter contre ça. Donc, tu ne te rends pas service. Donc, la première chose à faire, quand on commence à sentir qu'il y a des symptômes, c'est de s'isoler et se reposer. Pas s'isoler à la maison, faire des travaux. Tu t'isoles, tu te reposes. Moi, pendant toute la journée, je n'ai pas s'immergé dans le lit. Donc, tu te reposes au maximum et tu observes l'évolution de tes symptômes. S'il faut, si tu vis à deux, porte un masque à la maison s'il le faut et évite d'être en contact avec la personne. Même si je sais très bien qu'il y a très peu de chances que la personne ne l'attrape pas. Mais c'est possible. À la maison, là, pour l'instant, il y a une personne qui ne l'a pas eu. Le reste, tout le monde l'a contacté. Et tout le monde ne réagit pas au même phénomène. Moi, j'étais couché au lit pendant une journée entière, je ne pouvais pas bouger, j'étais fiévreux. D'autres personnes ont juste eu des maux de tête. D'autres personnes ont juste eu de la fatigue. On n'a pas réagi de la même manière au même virus. Donc, c'est pour ça qu'il est important de connaître tous les symptômes possibles pour être attentif. Donc, ne dites jamais, j'ai des symptômes, je vais directement me faire tester. Des symptômes graves, hein, par exemple le maux de tête et tout ça, ou surtout si tu internues. C'est vraiment ça ce qui est grave. Parce que si tu as juste un maux de tête,
La tête qui tourne, ça m'est déjà arrivé. Je suis parti voir la pharmacie, j'ai fait un test Covid, j'avais pas de Covid. Par contre, quand c'est des symptômes dans lesquels tu vas sortir des gouttelettes d'eau, là tu deviens dangereux pour les autres parce que tu ne pourras pas t'empêcher de tousser. Donc même si tu as un masque et tout ça, tu as du virus. Donc le mieux c'est d'attendre qu'on ne tousse pas, qu'on n'est pas très affaibli. Et pour ça, on s'isole à la maison. Si vous avez un médecin, vous contactez votre médecin. S'il y a une pharmacie, vous appelez pour demander conseil. Moi, le conseil qui m'a été donné, c'était de rester 3 jours à la maison. Et si ça ne va pas, allez directement voir le médecin. Donc, tout ça, c'est pour éviter de répandre le virus. Donc, une fois que ça va mieux, que vous toussez pas, que vous n'avez pas... Pardon, vous voyez là, moi je tousse, je ne peux pas aller dehors. Que vous toussez pas et que vous n'avez pas tout ça, vous pouvez aller faire le test. Le test vous dira si c'est un simple rhume, si c'est coronavirus. Enfin, si c'est, oui, le Covid-19, je veux dire. Et après ça, si vous avez le Covid-19, vous vous isolez, vous prenez vos précautions. Dans les temps qu'on vit aujourd'hui, inutile de se balader pour rien. Pour certains qui vous habitent de sortir dehors, parce que moi ça m'est facile, moi je traîne pas dans les rues pour rien. Pour d'autres qui ont une vie qui est très active, c'est plus difficile. Mais dites-vous qu'en faisant ça, vous protégez vous, et vous protégez votre famille. Vous avez tous un maman, vous avez tous un papa, vous avez tous un grand-père, etc. Ces personnes-là sont plus fragiles. D'ailleurs, ne vous dites pas que vous êtes jeune. Il y a des jeunes qui sont morts de la Covid. Comme vous avez vu, on n'a pas tous les mêmes symptômes. Moi qui suis plus jeune dans la famille, j'étais couché au lit pour un simple rhume. Alors que des gens qui étaient plus âgés que moi ont tenu le coup. Donc ça ne veut rien dire. On n'a pas les mêmes défenses immunitaires, nos corps ne réagissent pas de la même manière. Donc ne vous dites pas que vous êtes jeune, que vous pouvez circuler, aller n'importe où. Donc prenez des précautions et commencez à prendre des habitudes. Dites-vous que ce virus, pour l'instant, on ne le connaît pas. Il va durer des années, des années et des années. Maintenant, on commence à parler de vaccins, mais ce n'est pas sûr. Aucun vaccin ne guérit à 100%. J'en aurai plus de détails plus tard, mais faites comme s'il n'y avait pas de vaccin et prenez vos précautions. Déplacez-vous seulement quand c'est vraiment indispensable. Les mariages au lit, ça peut attendre. On peut se marier, c'est pas le souci. Il y a des mariages qui se font en plein Covid. Par contre, c'est des mariages avec le strict minimum. Témoins, les mariés et le cadi. Point barre. Pas besoin de ramener toute la famille. Ne soyez pas irresponsables. Donc, concernant les masques, lavez-les régulièrement. Changez dès que possible et testez-les si vous avez un nouveau masque. Posez-les à des endroits stratégiques. Ayez du gel hydroalcoolique sur vous quand vous sortez dehors, comme ça vous êtes tranquille. Nettoyez régulièrement vos maisons. Poignées, portes, tout ça. Pareil que vous avez des voitures, le volant, poignées de porte, etc. Faites aérer votre voiture de temps à autre. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vous protéger. Et dites-vous que tel que les choses vont, si tout le monde n'applique pas la même règle, tôt ou tard, une personne va attraper le virus, et on a tous des vieux, ils vont finir par mourir. Alors, est-ce que vous voulez perdre vos grands-pères? Est-ce que vous voulez perdre votre mère? Est-ce que vous-même, vous voulez perdre la vie? Je ne pense pas. Donc, soyons responsables et que chacun prenne ses dispositions. Donc, je ferai plus tard une autre vidéo qui parle vraiment du contexte qu'on a vu chez les Comoriens et surtout aux Comores. Et encore une fois, pour distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Les instructions que je vous ai données là ne viennent pas de moi, je ne suis pas médecin. Ce sont des informations que j'ai eues à travers des camarades de l'association qui sont médecins et aussi du site d'OMS. Donc, n'écoutez pas tout et n'importe quoi. S'il faut vous fier à quelque chose, fiez-vous au site de l'OMS. C'est une organisation qui est sérieuse, on peut dire tout ce qu'on veut, mais au moins elle reste sérieuse. Le site est traduit en français et dans toutes les langues. Vous retrouvez là-bas des vidéos, des contenus écrits, bien détaillés et bien expliqués. Et le site est mis à jour régulièrement. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez le retrouver. Donc, ne vous surchargez pas d'informations de tout ce que vous trouvez sur Internet. Toutes les informations inutiles que vous voyez, les SMS, les remèdes de tantine, vous mettez ça de côté. Dites à la personne, ne m'envoyez pas ça. Parce que tout ce que ça va faire, c'est vous bousiller les ménages. Vous allez penser de nouvelles théories et tout ça. Et finalement, ça va mélanger tout ça. Et au final, vous ne ferez pas des choix en fait cohérents. Bon voilà, portez-vous bien et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo.